Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Assane Diop de Radio France Internationale et trois invités. En plateau, Patrice Onokoko Lumumba, à Kinshasa, Roland Lumumba par téléphone et Marie-France Cros de la Libre Belgique en duplex de Bruxelles. Au sommaire, un seul titre, l'assassinat du Premier ministre du Congo belge, Patrice Emery Lumumba, survenu le 17 janvier 1961 à Elisabethville, depuis rebaptisé Lubumbashi. Le 30 juin 1960, jour de l'indépendance du Congo, à la surprise générale, à la suite des discours du roi Baudouin et du président Joseph Kasavubu, Patrice Lumumba prend la parole pour dénoncer les abus de la politique coloniale belge depuis 1885. Ce jour-là, il signe son arrêt de mort. Retour sur les faits avec le rappel historique de la RTBF. C'est peut-être ici que tout a commencé, juste après le discours du roi Baudouin, le 30 juin 1960. Patrice Lumumba, ce jour-là, prend des risques. À la surprise générale, il improvise un discours qui donne une toute autre image de la colonisation. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Des mots forts, insultants pour certains. Du coup, très vite, le Premier ministre congolais est dans le collimateur des Belges. Et pendant que le pays se divise dans la violence, Lumumba est de plus en plus seul. Les propos du ministre belge aux affaires africaines de l'époque ne laissent d'ailleurs planer aucun doute sur le sort qui attend l'ancien leader indépendantiste. L'objectif principal à poursuivre dans l'intérêt du Congo, du Katanga et de la Belgique est évidemment l'élimination définitive de Lumumba. L'homme est alors traqué, puis arrêté, image forte d'un ancien Premier ministre maltraité sous le regard du colonel Mobutu. Les heures de Lumumba sont comptées, ce n'est pas un secret, mais personne n'intervient. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba et 2 de ses partisans sont envoyés au Katanga. Pendant 6 heures, jusqu'à leur descente d'avion, ils seront tabassés. Ils étaient debout, ils étaient sur leurs jambes et sont descendus sur leurs jambes. Bien qu'il y ait quelqu'un qui est à côté de moi d'ailleurs, qui a crié « Ne les laissez pas souiller la terre katangaise, portez-les ». La fin de l'histoire, elle, est des plus sinistres. Patrice Lumumba est exécuté. Ordre est donné de faire disparaître sa dépouille. Ce sera fait dans de l'acide sulfurique. 50 ans après, les témoignages sont toujours aussi choquants. Il fallait d'abord découper les corps à la scie. Nous n'étions pas chirurgiens, nous n'y connaissions rien. Il a fallu d'abord les découper en morceaux maniables avant de les jeter dans une cuve de 200 litres d'acide. Et le reste, nous y avons mis le feu. Lorsque la nouvelle de l'assassinat de Lumumba se répand, des manifestations éclatent un peu partout devant les ambassades belges notamment. Aujourd'hui encore, près de 50 ans après sa mort, Patrice Lumumba reste pour beaucoup la figure qui incarne le mieux l'indépendance du Congo. Roland Lumumba, bonjour, vous êtes le fils de Patrice Emery Lumumba. Depuis votre retour d'Égypte en 1990, vous vivez en RDC. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'un mouvement politique lumumbiste. Quel âge aviez-vous à l'époque de cette tragédie et quels souvenirs en avez-vous gardé ? À l'époque, j'avais 2 ans et demi. Et le souvenir que je garde, c'est un souvenir d'injustice, c'est un souvenir d'ICV. C'est quelqu'un qui a voulu du bien pour son pays et l'Afrique, et il a été éliminé prématurément. Assane Diop ? Oui, alors on a évoqué effectivement là dans le petit sujet qu'on a vu au début de cette émission que Lumumba avait signé son arrêt de mort en tenant ce discours devant le roi Baudouin et en quelque sorte il avait commis une sorte de crime de lèse-majesté. Mais il me semble que le contexte dans lequel est mort Patrice Lumumba, il y avait également le contexte bien sûr de la guerre froide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas uniquement une décision belge, je pense, à l'éliminer. À mon avis, il y avait aussi le contexte donc de cette guerre froide qui opposait les puissances occidentales et le bloc soviétique. Et puis il y avait aussi l'aspect, bien sûr, des enjeux économiques belges, des enjeux miniers notamment. Souvenons-nous que c'est au Katanga que l'uranium, une partie de l'uranium qui a permis
de confectionner la première bombe atomique a été extrait donc de cette région. Et puis, il y avait effectivement le fait que l'on soupçonnait Lumumba d'être un rouge. Bref, ce qui a amené d'ailleurs, et là je vais peut-être m'adresser à ma consoeur belge, à Marie-France Cros, ce qui a amené certains chercheurs belges, je pense notamment à un chercheur congolais et politologue à l'Université libre de Bruxelles, qui s'appelle Jean Omasombo, qui dit que l'assassinat de Lumumba avait été programmé bien avant l'indépendance donc du Congo belge, bien avant ce fameux discours. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je ne suis pas historienne, donc je ne contredirai pas M. Omasombo, qui est un spécialiste de Lumumba sur ce point. Néanmoins, il y a d'autres historiens qui pensent que le discours prononcé devant le roi, et qui a effectivement été très choquant pour l'élite belge de l'époque, n'a pas, je pense, suffi à faire décider l'assassinat de Lumumba. Je pense que c'est l'accumulation des choses qui montraient que Lumumba n'était pas favorable aux Belges depuis avant l'indépendance, et ça c'est vrai, mais surtout, à l'occasion des désordres qui ont suivi l'indépendance, il s'est rapproché très fort de l'Union soviétique. Et en pleine guerre froide, je pense que c'est ce point-là, surtout, qui n'était pas pardonnable. Mais il attendait des renforts, justement, pour mettre fin à la sécession. Excusez-moi ? Il demandait des renforts pour mettre un terme à la sécession. Oui, la sécession s'est terminée, en fait, bien après l'assassinat de Lumumba, en 1963. Patrice Lumumba, une réaction après ce reportage? Sur les mobiles, en fait, qui ont abouti à l'élimination de votre oncle. Eh bien, beaucoup pensent que c'est parti de ce discours du 30 juin, mais personnellement, c'est une opinion personnelle. Je pense que c'est une idée qui a été arrêtée bien avant le 30 juin. Et comme venait de le dire Madame Cros, Marie-France Cros, voilà, que ça a été quelque chose, c'est une accumulation des faits, et qu'on lui reprochait du fait de ne pas se soumettre comme tout autre homme politique de son époque à la volonté des colonialistes. Donc c'est ce qui a fait que Lumumba soit emmené à la mort subitement après son discours. Roland Lumumba, votre père aurait-il pu être assassiné sans qu'il y ait des complicités internes au Congo? Mais bien sûr que non. C'est grâce à la complicité interne au Congo qui a pu faciliter sa mort. Ça, c'est quelque chose que nous souhaitons éclairer aussi pour les générations futures, qui a fait quoi et que ça soit bien établi. Il y a eu des responsabilités belges certaines, mais il y a eu aussi des responsabilités congolaises. Hassan Diop. Absolument. Enfin, en tous les cas, évidemment, là, tous les historiens, y compris les acteurs politiques congolais d'ailleurs, tout le monde est d'accord que Mobutu a été parfaitement complice, je dirais, du transfèrement et puis de la mise à mort ensuite de Patrice Lumumba. On évoque aussi le nom du ministre de l'Intérieur de l'époque, Étienne Tshisekedi. Vous me direz si je me trompe ou pas. Or, à ma connaissance, Étienne Tshisekedi ne s'est jamais amendé, n'a jamais fait son mea culpa, car c'est bien lui, semble-t-il, qui avait signé, effectivement, en tant que ministre de l'Intérieur, l'ordre de transfèrement de votre oncle donc, vers le Katanga. Exact. Peut-être pour des raisons pudiques, mais aussi par peur des répressions, surtout de la part des Congolais qui sont encore attachés à Lumumba pour ses idées politiques. Mais il est bien évident que Étienne Tshisekedi a signé, puisqu'aujourd'hui nous pouvons le voir sur Internet, sa signature où il dit « bon, je transfère les crapauds vers vous ». Donc c'est mon oncle qui désigne des crapauds. Donc ça, c'est une évidence que Étienne Tshisekedi en est mêlé. Roland Lumumba, comment la famille a-t-elle accueilli la décision du maréchal Mobutu, qui en 1966 fait de votre père un héros national, alors que le 2 décembre 1960, c'est quand même lui qui demande qu'il soit arrêté? Ça veut dire le maréchal Mobutu, il n'était pas
un geste de cynisme vrai. Il en a fait beaucoup dans sa carrière. Il doit sa carrière grâce à Lumumba, mais ça ne va pas l'empêcher de trahir, ainsi de suite. Donc la famille a regardé ça. Il faisait ce qui lui plaisait. Mais heureusement que cette décision a été confortée 2 fois après lui à la conférence nationale et à l'entrée du nouveau régime. Donc, dans l'histoire, il a été déclaré 3 fois héros national dans le même pays. Marie-France Gros, il faudra attendre presque 39 ans pour que les langues se délient. C'est le sociologue belge, plutôt, Ludo De Witt, qui, dans un ouvrage consacré à Lumumba, accuse la Belgique. Des personnalités, et pas des moindres, sont nommément mises en cause et elles sont encore de ce monde. Oui, c'est en 2000 que son livre est sorti et dès l'année suivante, une commission d'enquête parlementaire a été mise sur pied en raison du scandale que le livre causait et des sentiments qu'il soulevait à nouveau. Et la commission parlementaire qui s'est terminée en novembre 2001 a rendu des conclusions dont l'essentiel était que, selon elle, certains membres du gouvernement belge et d'autres Belges avaient une responsabilité morale dans l'assassinat de Lumumba, mais dans le texte, on peut trouver aussi des faits qui permettent de penser que c'est peut-être un peu plus. Par exemple, il disait que le ministre de l'époque des Affaires étrangères et celui des Affaires africaines avaient soutenu le transfert de M. Lumumba au Katanga, où on savait qu'il était détesté, où il risquait quelque chose. Et par ailleurs, le second, c'est-à-dire le ministre des Affaires africaines, M. Dapremont-Linden, avait envoyé un téléx le 6 octobre 1960 où il parlait d'élimination définitive de M. Lumumba. Selon les commissaires de la commission d'enquête, il fallait comprendre élimination définitive comme éviction de M. Lumumba de la scène publique. Toutefois, les mêmes commissaires disaient un peu plus loin qu'on ne pouvait pas exclure totalement une allusion à une liquidation physique. Voilà. Alors, et on sait aujourd'hui, évidemment, que depuis décembre dernier, donc la justice belge a décidé d'ouvrir donc une instruction pour peut-être aboutir à un procès. Je dois constater, et ça c'est une question que je voudrais poser à monsieur Roland Lumumba, quel jugement portez-vous justement sur cette espèce de dynamique que l'on observe en Belgique tendant à aller vers la vérité concernant la mort de votre père. Donc il y a eu cet ouvrage de référence de Ludo De Witt. Ensuite, il y a eu effectivement cette commission parlementaire sous le gouvernement, je crois, du Premier ministre Guy Verhofstadt, donc qui a reconnu, qui a demandé, qui a présenté ses excuses. Bref, et la justice belge qui aujourd'hui donc s'est saisie du dossier sur le plan judiciaire par conséquent. Donc, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la Belgique, finalement, a une réaction, a une attitude responsable et que ça vous, j'ai envie de dire que ça vous réconcilie peut-être, si je puis dire, avec la Belgique ou pas? Est-ce que vous êtes véritablement satisfait, je dirais, de ces progrès qui ont été faits finalement vers le besoin de justice, essentiellement en Belgique et non en Afrique, paradoxalement? Bien sûr que nous sommes réconfortés par cette attitude. On ne peut jamais être satisfait de quelqu'un qui a assassiné votre père, mais par rapport à la continuité de l'État, on ne peut qu'être satisfait, raison pour laquelle ça nous a, après l'enquête parlementaire belge, on a dit qu'il faut pousser un peu la connaissance de la vérité jusqu'à porter plainte aux survivants de cet ignoble assassinat en portant plainte vis-à-vis d'eux. Donc, on est plus réconforté par rapport à ce geste qu'on considère positif. Patrice Lumumba, Hassan Diop parlait de dynamique du côté de la Belgique, mais du côté des autorités congolaises, on ne sent aucune action qui est mise en œuvre pour que justement cette enquête, les autorités congolaises n'ont jamais réclamé d'enquête. La démarche a été faite par la famille.
Absolument. Le pays n'est pas partie civile d'ailleurs. Non, la non, RDC n'est pas partie civile. Non, non, que je sache. Et j'aimerais apporter une précision, puisque lorsque Lumumba a réagi le 30 juin, c'était contre les propos du roi Baudouin, qui plébiscitait les bonnes actions de son oncle Léopold II au Congo. Alors que tout le monde sait que Léopold II a été plutôt un barbare vis-à-vis du peuple congolais, à qui il coupait les pieds, les mains, et ainsi de suite. Bien, et c'est vous dire que le peuple belge n'est pas aussi mêlé à cette histoire de l'assassinat de Lumumba. Et que Lumumba lui-même l'avait reconnu lorsque, le 30 juin, il a prononcé son discours. Il disait que le peuple ami belge, avec qui nous allons traiter d'égal à égal. Donc c'est une histoire qui ne concerne qu'une famille, et cette famille royale, et vis-à-vis de Lumumba qui leur était gênant. Alors, du côté des autorités congolaises qui n'ont jamais entrepris une démarche vis-à-vis de cet assassinat, je pense que nous ne pouvons pas nous voiler la face. Jusqu'à ce jour, beaucoup des hommes politiques travaillent pour aider ceux qui nous ont colonisés et les Occidentaux à toujours avoir la main mise sur nos pays. Alors, on va aller du côté de Bruxelles et rejoindre Marie-France Cros. Que risquent aujourd'hui les acteurs de cette tragédie, les acteurs survivants belges de cette tragédie, une fois, à présent que le procès, l'enquête est ouverte? Que risquent-elles, ces personnalités belges? Il faut préciser d'abord que ce qu'on sait de cette enquête n'est pas encore public pour l'instant. C'est ce qui précède la partie publique du fait de rendre justice. Donc, en décembre dernier, la Chambre des mises en accusation, qui siège sans public, donc à huis clos, a décidé d'accepter une partie de l'argumentation des parties civiles, donc de la famille Lumumba, qui faisait valoir que l'assassinat s'était déroulé pendant un conflit armé. Il faut bien se rendre compte qu'on est 52 ans après l'assassinat et que donc normalement il y a prescription. Les avocats veulent trouver un moyen de faire juger les gens qu'ils estiment impliqués dans cet assassinat malgré la prescription, c'est-à-dire le seul moyen, c'est que ce soit considéré comme un crime de guerre qui, lui, n'est pas prescriptible. Seulement, à l'époque, en 1961, les crimes de guerre n'étaient pas considérés comme tels s'il s'agissait d'un conflit interne, mais seulement s'il s'agissait d'un conflit international. Donc, ce qu'a décidé la Chambre des mises en accusation en décembre dernier, c'est d'accepter que c'est un conflit armé et de confier à un juge d'instruction le soin de déterminer si c'est un conflit interne ou international. Alors, l'avocat des parties civiles dit, voilà, c'est l'argument de l'avocat des parties civiles qui dit, pour nous, on en a discuté avec des tas d'avocats pendant un an, d'avocats britanniques, américains, et pour nous, ça ne fait aucun doute, c'était un conflit international puisqu'il y avait les casques bleus. Cela dit, la décision n'est pas encore prise et c'est le juge d'instruction qui va devoir se prononcer là-dessus. C'est là qu'on est maintenant, on attend sa décision. Hassan Diop. Alors, il me semble qu'il y a quand même tout de même des contours politiques, peut-être sur la réticence ou sur les hésitations éventuellement aujourd'hui de Kinshasa à être partie prenante, c'est-à-dire à se porter également partie civile, ce qui, à mon avis, renforcerait peut-être les chances de voir ce procès se tenir. Or, je crois que les enjeux politiques et diplomatiques aujourd'hui qui lient la Belgique à Joseph Kabila, et compte tenu d'ailleurs du contexte politique auquel il est lui-même confronté, laisse penser que, en tout cas pour un certain nombre d'observateurs, que le dossier risque, à peu de chances véritablement un jour d'aboutir. Est-ce que vous partagez ce pessimisme, Patrice Lumumba? Personnellement, non. Parce qu'il y a quand même un adage qui dit que malgré la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Donc un jour, nous saurons la vérité, coûte que coûte, que les autorités actuelles s'en mêlent ou pas. En tout cas, la vérité surgira un jour et justice sera faite. Roland, peut-être. Roland Lumumba. Oui.
Oui, qu'est-ce que vous attendez de ce procès, s'il aboutissait? À la fois pour les complices belges, les acteurs belges et les complices congolais. D'abord, c'est une histoire qu'on a portée, ça fait plus de 50 ans. C'est un assassinat qui a occasionné la mort de centaines de milliers de Congolais à Lumumba, dans une guerre interne. Donc, on doit connaître la vérité, on doit connaître les détails de ce qui s'est passé. Nous réclamons la justice comme tout peuple, toute nation, qui veut connaître son histoire, qui a fait quoi, c'est quelque chose de très important pour nous et pour beaucoup de Congolais et d'Africains. Hassan Diop. Oui, là, je vais me tourner vers ma consoeur Marie-France Cros. Alors, certains observateurs disent que la mort de Lumumba, au-delà, bien sûr, d'une espèce de figure héroïque africaine, comparable à un Mandela avant la lettre, puisque dans toutes les capitales africaines, il y a des avenues, des places Lumumba, etc., etc. Alors, il y en a qui estiment que sa mort n'a pas seulement été la mort d'une figure politique du Congo, mais qu'en fin de compte, cette mort de Lumumba a ébranlé tout le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les complications que connaît encore ce pays, avec cette guerre interminable de l'Est du pays, cette espèce de déstabilisation permanente, finalement, résulte de la mort de Patrice Lumumba. On ne peut pas bien sûr réécrire l'histoire, on ne sait pas comment lui-même aurait géré le pays s'il n'avait pas été assassiné, mais est-ce que vous partagez l'idée selon laquelle, effectivement, que sa mort a été, au-delà de sa personne, véritablement déstabilisé en profondeur et durablement le Congo? Je pense que sa mort a certainement été un choc, et un choc profond. Néanmoins, je me demande, mais il faudrait demander à des historiens pour en être sûr, je me demande si ce n'est pas plutôt le contraire, si ce n'est pas la mort de Lumumba qui est un des indices, et un indice extrêmement puissant, de la déstabilisation qui est celle du Congo depuis les débuts, parce que, on le sait, on l'a dit souvent, la décolonisation a été mal préparée. Voilà. On le voit d'ailleurs dans la lettre qu'il écrit à Pauline, son épouse. Elle est d'une actualité brûlante, parce qu'on voit que les acteurs qu'il met en cause à ce moment-là sont encore présents dans l'histoire récente du Congo. Oui, certainement. Vous avez cité le nom de Tshisekedi tout à l'heure. Il faut bien voir que les gens qui étaient à ce moment-là, qui prenaient le pouvoir au Congo, étaient plutôt des gens jeunes. Donc nécessairement, ils sont assez nombreux à être encore vivants aujourd'hui. Et comme il y a peu de changements de personnes au pouvoir, politique. On garde la même classe politique tout le temps. Absolument. Forcément, il y en a encore qui sont toujours là. Patrice Lumumba, vous voulez réagir aux propos de Marie-France ? Trop ? Non, vous ne voulez pas réagir. En tout cas, il y a quelque chose quand même qui me turlupine, et je reviens là-dessus, c'est qu'on voit que la Belgique s'active, on voit que la Belgique, au niveau de sa justice, au niveau de ses historiens, de ses universitaires, de ses journalistes, s'investissent formidablement dans ce dossier Lumumba, mais il y a quand même comme une sorte de passivité des autorités congolaises, mais également des Africains. Je veux dire, est-ce que, par exemple, il y a une fondation, je crois, qui a été créée, la fondation Lumumba, est-ce que cette fondation bénéficie ou non, par exemple, de l'aide de pays africains, de manière discrète ou pas? Et si non, comment expliquez-vous, si vous voulez, cette espèce de passivité, alors que l'on considère finalement Lumumba comme non seulement une figure héroïque congolaise, mais africaine? Fondation, oui, mais je laisserai Roland parler, puisque c'est lui qui est le président de cette fondation. Alors Roland... Roland, vous pouvez réagir. Dites-nous un mot sur la fondation que vous avez mise sur pied. Oui, on a mis une fondation pour essayer de promouvoir les idées de Lumumba, pour aider aussi la jeunesse. On travaille assez dans le domaine culturel et un peu le développement. Il faut qu'on essaye de faire revivre ce nom-là qui a attisé des millions et des millions de changer leur façon de voir les choses. Si la fondation est aidée par des pays africains, ça se fait de temps en temps, mais pas d'une façon assez régulière, hélas.
Voilà. Hassan Diop, une dernière question avant de conclure cette émission. Quels enseignements peut-on tirer aujourd'hui sur le plan politique du combat mené par Lumumba ? L'enseignement qu'on peut en tirer, c'est malheureusement les difficultés que les dirigeants africains ont toujours eues à parvenir à une cohésion. On voit bien que ce drame de Lumumba, c'était aussi l'illustration de la fameuse politique de diviser pour régner. D'un côté, Moïse Tshombe au Katanga, qui était instrumentalisé, je dirais, par l'ancienne puissance coloniale, et puis de l'autre côté, Mobutu, qui était aussi instrumentalisé à la fois par la CIA, à la fois par la Belgique, etc., etc. Et puis Lumumba, qui n'était préoccupé que par le destin de son pays. Et malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup changé, parce qu'on pourrait appliquer ce qui est arrivé à Lumumba, parce qu'il y a eu aussi d'autres assassinats politiques en Afrique et qui ont été, je dirais, provoqués et avec les mêmes causes et les mêmes effets. C'est la fin d'Afrique Presse. Si vous souhaitez replonger dans l'histoire tumultueuse du Congo, je vous invite à lire ce livre de David Van Reybrouck, Congo, une histoire, paru chez Actes Sud. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Roland Lumumba à Kinshasa, à Patrice Onokoko Lumumba à Paris, qui était en studio avec nous, et à Marie-France Cros de la Libre Belgique, qui était en duplex depuis Bruxelles. Vous pouvez revoir l'émission sur les sites de TV5 Monde et de RFI.